Dimanche 24 septembre 2023, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous recevons comme tous les dimanches un invité. Aujourd'hui, il s'agit de Anas Jibril. Il est membre du Front patriotique pour la souveraineté, un regroupement de plusieurs structures de la société civile qui s'est mis en place depuis les événements du 26 juillet dernier ici au Niger, qui ont consacré donc l'avènement au pouvoir des autorités du CNSP, le Conseil national pour la souveraineté, pour la sauvegarde plutôt de la patrie. Anas, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Labari pour parler donc de cette actualité qui prévaut dans notre pays donc depuis ces événements du 26 juillet dernier. Et nous allons donc venir à vous dans quelques instants. Juste le temps de vous lire cette brève qui vient à l'instant même de nous parvenir. En effet, plusieurs médias français annoncent que le président français Emmanuel Macron vient de confirmer le départ des troupes françaises ainsi que de l'ambassadeur français ici au Niger, déclaré depuis quelques semaines persona non grata sur le territoire nigérien. Plusieurs médias ont donc confirmé cette information annoncée par le président français Emmanuel Macron. Et puis vous savez, l'actualité est dominée par la session, donc la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies, une session à laquelle notre pays a été privé de son droit d'expression sur la tribune des Nations unies. Plusieurs pays ouest-africains ont déclaré leur solidarité au peuple nigérien. Il s'agit notamment des pays avec lesquels le Niger a récemment signé le traité du Liptako consacrant la création de l'Alliance des États du Sahel, le Mali et le Burkina Faso. Les deux ministres qui ont représenté ces deux pays ont défendu la cause du Niger. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a même indiqué dans son allocution se prononcer au nom du chef de l'État du Niger, le général de brigade Abdraman Tiani. Je propose de suivre un extrait de l'intervention du ministre Abdoulaye Diop hier au niveau de la tribune des Nations Unies. Son rejet des activités de certaines puissances à perpétuer une domination néocoloniale et à assujettir d'autres peuples, d'autres pays et d'autres nations. Le Mali est attentif aux évolutions institutionnelles et déplore que l'appréciation des changements de régime intervenus récemment dans certains pays africains soit fonction de la proximité d'un nouveau dirigeant avec certaines puissances, ou tout simplement des intérêts géopolitiques en ignorant totalement les aspirations des populations des pays concernés. À cet égard, nous dénonçons et rejetons la politique des deux poids, deux mesures appliquées par certaines puissances, par certaines organisations régionales et même par certaines organisations internationales, y compris les Nations Unies. Cette incohérence et cette instrumentalisation ne font que décrédibiliser nos organisations aux yeux des populations et de l'opinion publique, érodant ainsi leur confiance en ces institutions qui sont désormais perçues comme détournées de leur vocation première. Certaines organisations sont utilisées en dehors de tout cadre légal ou communautaire comme des armes contre les pays et les populations qui y ont souscrit librement au prix parfois d'un transfert de souveraineté. Ces organisations se transforment ainsi en instruments de perpétuation et d'imposition d'un ordre colonial et hégémonique. De manière spécifique, nous suivons avec intérêt l'évolution de la situation au Niger depuis le 26 juillet 2023. Le peuple et le gouvernement du Mali réitèrent leur solidarité et leur soutien total au gouvernement et au peuple du Niger, pays frères, voisins et amis. Nous dénonçons sur le principe l'imposition de sanctions et de mesures coercitives contre un État, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Nous dénonçons d'autant plus les sanctions lorsqu'elles sont injustes, illégales et inhumaines, comme celles que la CEDEAO et l'UEMOA ont imposées au Niger et avant le Niger, les ont imposées également à mon pays, le Mali.
Voilà, Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, hier au niveau de la tribune des Nations Unies, se prononçant au nom de son pays, mais aussi, comme il a indiqué, du Niger qui a été donc empêché, privé de son droit de s'exprimer du fait des agissements de certains patriotes, des anciens dignitaires notamment du régime déchu. Le ministre burkinabé de son côté, le ministre d'État, ministre en charge du travail et de la fonction publique du Burkina, qui a prononcé l'allocution du Burkina Faso à cette Assemblée générale, a également défendu la position du Niger. Je vous propose de suivre un extrait de l'intervention du ministre Bassolma Bazié. Si la communauté internationale était honnête et sincère dans son engagement contre le terrorisme, il ne perdurera point, de sorte à ce que des populations civiles s'engagent et se forment pour assurer leur propre défense. Parlant d'un manque de franchise de cette communauté internationale, voici les exemples. Premièrement, lorsque le Mali, le Burkina Faso, le Niger et d'autres pays se sont organisés sur leurs frontières communes en mutualisant leurs forces pour faire face au terrorisme, la France est venue de nulle part imposer son instrument qu'est le G5 Sahel. Aujourd'hui, la CEDEAO, qui a subitement une force d'intervention pour établir des démocraties, a annoncé un apport de 2 milliards de dollars US. Mais à la création de cette G5 Sahel, jusqu'à nos jours, à sa vaporisation, cette CEDEAO n'a pu débourser que 25 millions de dollars, 25 millions de dollars US. Où est donc le sérieux dans la défense des vies humaines prônée par la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples? Deuxièmement, le Burkina Faso subit des sanctions cyniques suite au coup d'État du 30 septembre 2022. Cette nébuleuse dite communauté internationale, sous l'impulsion de la France qui est passée par ses valets locaux en Afrique, a tenté d'abord de faire nommer un Premier ministre au Burkina Faso en vain. Ensuite, ils sont passés à l'imposition du ministre dans des postes stratégiques au sein du gouvernement burkinabé en vain. Et enfin, ils ont négocié le maintien des relations afin que le capitaine Ibrahim Traoré mette en œuvre tout ce qu'ils décideront, condition sine qua non d'une durée à souhait au pouvoir. L'ayant aussi refusé, au nom de l'intérêt supérieur de son peuple, une avalanche de mesures répressives, de menaces, de tentatives de coup d'État, manœuvres immorales sont en élaboration dans des laboratoires criminels. Et malheureusement, toutes ces manœuvres et missions macabres sont pilotées en marionnettes téléguidées par des personnages de couloir présidentiel africains. C'est ainsi que même cette fameuse initiative d'Accra, sans le Mali, n'a pas fait long feu. Troisièmement, en plus des coupures d'aide, d'annulation de conventions de formation de nos forces de défense et de sécurité, nous assistons au blocage de notre matériel militaire, commandé avec la sueur de nos compatriotes, toujours sous l'impulsion de la France. Voilà, Bassolma Bazié, ministre d'État burkinabé en charge de la fonction publique. Alors, Anas, on vient de suivre cette solidarité de ces deux pays, le Mali et le Burkina Faso, jusqu'à la tribune des Nations Unies. Le ministre malien des Affaires étrangères, je le disais, a déclaré qu'il s'exprimait déjà au nom du général Tiani Abdraman, chef de l'État du Niger. Mais avant de vous faire réagir sur ces deux interventions de ces deux pays amis et frères, cette actualité brûlante que j'ai annoncée il y a quelques instants, qui vient donc d'être confirmée, l'annonce par le président français Emmanuel Macron de la coopération militaire avec le Niger, mais aussi le rappel finalement de son ambassadeur qui a été déclaré persona non grata depuis quelques semaines par les nouvelles autorités du Niger. Quelle réaction à chaud par rapport à ces annonces? Merci bien, Nasser. Au fait, je remercie la télévision Labari pour cette opportunité. Nous ne sommes pas surpris de cette annonce. Nous savons que tôt ou tard, le Niger n'est pas un pays français, et pardon, un département français, ils sont obligés de quitter. Le président français aurait pu faire ça au moment où la France n'était pas ridiculisée. Mais à partir du moment où la France a subi une gifle, où elle sait qu'elle n'a d'autre choix, dans l'humiliation, la tête baissée, c'est dans ces conditions-là qu'elle est contrainte de le faire. Nous ne sommes pas surpris de l'annonce, mais elle aurait pu le faire autrement
et penser même peut-être revenir pour renégocier les relations qu'il y a entre le Niger et la France. Donc pour vous, c'est juste parce qu'elle s'est sentie, ou le président Emmanuel Macron s'est senti humilié, qu'il a décidé finalement de prendre ces décisions, ou c'est du fait aussi de la position, on va dire, du Niger et de vous autres, les acteurs de la société civile, qui êtes restés intransigeants par rapport à ces exigences? Ça fait partie de la question de l'élimination. Aujourd'hui, c'est la pression forte que le CNSP et la population nigérienne a mis sur la France, ses forces et son ambassadeur, justifie pourquoi la France elle est contrainte, parce qu'elle sait que tôt ou tard, elle risquerait de payer un prix fort en s'entêtant à rester sur un territoire où lui et ses forces et son ambassadeur sont considérés comme étant persona non grata. Ok. Alors, les deux ministres qu'on vient de suivre, du Burkina Faso et du Mali, ont aussi dans leur intervention évoqué cette attitude paternaliste encore de la France. Peut-être que tout cela a dû jouer aussi. Il y a aussi d'autres interventions de d'autres pays au cours de cette Assemblée générale qui ont relevé cette question du paternalisme de l'Occident, de la France particulièrement. Peut-être que cela aussi a dû peser dans cette décision finale du président Macron aussi, vous le pensez? Je crois que c'est une nouvelle histoire qui est en train de se dessiner pour la conduite du monde entier. Le système des Nations Unies risquerait d'être revu. Vous avez vu quand on a refusé au ministre nigérien de prendre la parole à la tribune des Nations Unies, sur violation flagrante des textes régissant cette organisation. Ça prouve à suffisance que la confusion dans laquelle végétaient les Français et surtout le président français en manquant la définition d'où est-ce qu'on attire et du moins on tire sa légitimité avec toute cette manifestation ou cette adhésion populaire par rapport à l'acte du CNSP, il refuse de reconnaître la légitimité de ce pouvoir. Et nous avons constaté que la plus grande institution internationale s'inscrit dans cette même logique. Deuxièmement, cette Assemblée générale des Nations Unies prouve à suffisance, met en exergue l'affirmation des États africains. D'abord dans la parole et dans les actes. Ça prouve à suffisance que désormais l'Afrique n'aura plus besoin d'avoir des titelles, d'avoir une orientation quant à sa conduite. Elle va décider elle-même de son propre sort et de la conduite à tenir par rapport à l'avenir de l'Afrique. Est-ce que vous êtes surpris que le ministre malien des Affaires étrangères dise s'exprimer au nom du chef de l'État du Niger? Déjà, avant qu'il n'y ait cette Assemblée générale, vous avez vu que le 16 passé, il y a eu l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Ce qui veut dire que si on prive la parole à un de ces États, naturellement, c'est de fait que les autres États prennent la relève pour parler au nom de cet État. Parce qu'aujourd'hui, les Maliens, les Nigériens, les Burkinabés ne s'identifient pas par rapport à leur pays, mais ils s'identifient par rapport à une zone qui est l'AES, où nous pensons qu'elle va être élargie. Au mieux, c'est le déclenchement, le processus de construction et de réalisation des États-Unis d'Afrique qui se déclenche à partir de l'AES. À partir de l'Iptako-Gourma. Alors, oui, c'est vrai que ça a été fait, mais on a aussi vu beaucoup de reproches qui ont été faits justement au CNSP, au ministre nigérien des Affaires étrangères, lorsque ce droit lui a été retiré. On n'a pas vu, c'est vrai qu'on a vu le CNSP sortir un communiqué pour dénoncer l'attitude du secrétaire général des Nations Unies, et ce que son porte-parole du coup s'est même défendu, ce dont il s'est défendu quelques minutes après. On n'a pas senti trop, même si les autres pays ont pris la relève, on n'a pas senti trop une certaine offensive du côté du Niger, de son ministre des Affaires étrangères, pour vraiment se positionner par rapport à cette Assemblée générale. Est-ce que ce n'est pas légitime aussi que les critiques de ce genre puissent être adressées au CNSP? Je vous avoue que nous, au niveau du Front patriotique pour la souveraineté, nous avons constaté qu'il y a des failles dans la communication du CNSP. Il faut être virulent, il faut répondre du tic au tac. Comme le Mali l'a fait, comme le Burkina Faso l'a fait. Il n'y a pas de complaisance quand votre pays, votre souveraineté, la vie des Nigériens est en danger. Du fait du comportement d'une nation, naturellement notre pays doit être pragmatique, proactif dans la réaction et dans la réponse vis-à-vis du comportement, de l'attitude et l'expression des autorités françaises. Malheureusement, on a constaté en tout cas qu'au niveau du CNSP, il y a un problème de communication. Nous pensons qu'ils prendront en compte les remarques et les critiques pour pouvoir corriger la communication
qui est l'élément aujourd'hui phare dans le monde entier pour vous faire entendre sur le plan international. C'est vrai, et vous êtes allé jusqu'à annoncer que le ministre, lorsqu'il rentrera au pays, vous avez promis de l'accueillir au niveau de la place de la Résistance, au niveau du rond-point Escadrille, et promis même qu'il fasse son discours finalement là-bas. Est-ce que c'est une bonne chose, puisqu'on ne l'a pas entendu, lui, depuis tous ces événements? Je crois que tout ministre ayant été à l'Assemblée générale acquiert d'abord sa légitimité à partir de son pays. Donc s'il va au niveau des Nations Unies, c'est juste des formalités. C'est pour leur prouver qu'au fait, l'image du Niger, le Niger, sa crédibilité, ça ne s'acquiert pas au niveau de la tribune des Nations Unies, ça s'acquiert sur le territoire nigérien, sur le sol nigérien. Voilà pourquoi nous avons dit que quand le ministre va venir, nous allons lancer un appel à l'ensemble des Nigériens, que chacun soit porteur d'un drapeau nigérien pour brandir à l'endroit de la communauté internationale et le laisser lire son discours pour montrer à la communauté internationale que le CNSP est nos seuls répondants, pas plus ni moins. Ok. Alors, on va revenir tout de suite pour la suite de cet entretien, juste pour rester sur le même sujet, vous faire suivre quelques réactions justement que les reporters de la télévision Labari ont recueillies relativement donc à cette attitude des responsables du système des Nations Unies à l'occasion de cette 78e session de l'Assemblée générale, tendant à vouloir empêcher au Niger de prononcer son allocution, et le communiqué officiel que le CNSP a rendu public pour dénoncer cette attitude, notamment du secrétaire général des Nations Unies. Je vous propose donc de suivre quelques réactions recueillies à ce propos par nos reporters. Suivons-les. C'était avec surprise que nous avons appris au niveau des Nations Unies, donc le représentant du Niger, en l'occurrence notre ministre des Affaires étrangères, a eu accès à la salle, mais quand même, et face à certaines manœuvres de certaines puissances au niveau des Nations Unies, ont créé les conditions pour que le ministre des Affaires étrangères du Niger ne puisse pas prononcer son discours au niveau de la tribune des Nations Unies. Et face à cette situation, nous dénonçons ce comportement. Ce comportement, nous savons, ça ne peut venir que de la France. Nous allons lui accueillir de l'aéroport jusqu'à l'escadrille, devant tout le peuple nigérien. Nous avons lui offrir notre tribune pour présenter son discours aux Nigériens. Dans tous les cas, ce discours, c'est destiné aux Nigériens, mais à l'Assemblée des Nations Unies. Là, pour la première fois dans l'histoire du monde, un ministre des Affaires étrangères va adresser le discours qui est censé prononcer au niveau de la tribune des Nations Unies directement au peuple. Et nous allons accueillir comme un héros. D'ailleurs, c'est le héros. L'ONU, c'est trop rabaissé parce que l'ONU n'est pas sans savoir qu'au Niger, il y a eu un coup d'État et qu'il y a des nouvelles autorités. Donc, elle ne doit pas céder quand même à la subversion, des actes subversifs des gens qui ont été renversés. Bon, nous savons qui est derrière ça. C'est la France qui est le chef de file. Des gens qui pensent qu'ils peuvent, à travers ces petites actions, déstabiliser le Niger. Dieu merci, des pays frères. Peut-être que le même discours que notre ministre des Affaires étrangères a voulu, n'est-ce pas, prononcer là-bas, son discours a été prononcé par, n'est-ce pas, nos pays voisins, les camarades burkinabés et les camarades maliens. Donc, nous-mêmes, c'est comme si c'est le Niger même qui a parlé. Et je pense que c'est une bonne chose. Et ça a permis, n'est-ce pas, au monde entier de comprendre que, ça veut dire, de comprendre que le Niger est un pays souverain et qu'on n'a pas à nous imposer, n'a pas à nous dicter ce que nous ne voulons pas. Et même demain, nous allons continuer avec la junte militaire, nous allons les supporter parce que c'est le peuple entier qui soit avec eux.
Voilà, c'était donc quelques réactions recueillies par nos reporters relativement à cette décision de l'ONU d'ajourner ou carrément d'interdire au Niger de prononcer son discours à l'occasion de cette 78e session de l'Assemblée générale. Je vous propose toujours dans le même sens, avant de revenir à notre invité, de suivre aussi cette réaction sur cette question d'un expert en sciences politiques, un analyste en tout cas. Il s'agit de M. Ahmed Abdou Moulay, qui était donc interrogé par une équipe de la télévision Labari et qui s'est prononcé sur cette situation d'interdiction de prise de parole du Niger au niveau de cette Assemblée générale des Nations Unies. Selon donc M. Ahmed Abdou Moulay, il pense que cela s'inscrit dans la logique de la conférence de Berlin. Je propose de l'écouter. Le secrétaire général des Nations Unies, qui est un simple fonctionnaire et qui devrait observer la neutralité dans les affaires des États. J'ai l'impression également que Guterres est aussi en train de suivre un peu cet esprit de la conférence de Berlin. Je n'oublie pas que c'est aussi un Européen et que dans leur esprit, il faut toujours continuer à saper les efforts de cette quête de liberté et de souveraineté de notre pays. Mais Guterres se trompe parce que ce sont 26 millions de Nigériens qui disent « stop, ça suffit, le 21e siècle sera africain ». Si les Africains acceptent qu'on leur vole leur victoire, beaucoup de pays européens qui normalement en 2050 seront 15e, veulent continuer à garder 7e ou 8e place. Non. Il faut que chacun ait son tour un peu autour de la table. L'Afrique sera autour de la table à l'horizon 2050. Voilà donc cette réaction de M. Ahmed Sidi Moulay relativement à la décision de l'ONU de ne pas accorder son temps de parole au Niger à l'occasion de la session de l'Assemblée générale qui se tient actuellement. Alors, on revient avec notre invité Anas. Une des raisons, on va dire, de la création de votre mouvement, le Front patriotique pour la souveraineté, c'est entre autres cette exigence donc, du départ des troupes françaises. C'est pourquoi, d'ailleurs, depuis aujourd'hui 2 semaines, en tout cas un peu plus même, vous êtes en train d'organiser ces veillées, donc ces veillées patriotiques et ce sit-in permanent à la devanture de la base 101 de Niamey qui abrite les troupes françaises. Alors aujourd'hui que le président français Emmanuel Macron fait cette annonce, on a envie de vous demander quelle va être la suite de ce mouvement sur cet aspect particulier de vos différentes exigences, puisqu'il a annoncé la fin de la coopération militaire et le retour prochain des militaires français en France. Quelle va être la suite de vos actions, on va dire? Merci bien. Je voulais vous préciser que nous ne sommes pas un comité de soutien. Il s'agit des organisations de la société civile, des figures connues de la société civile qui se sont battues pendant des années et des années pour la cause commune. Aujourd'hui, si nous avons mis en place ce front au lendemain du 26 juillet, c'est effectivement pour ne pas laisser les activités de la société civile dispersées. Il fallait faire une synergie de nos forces pour que nous puissions avoir un résultat. Ce qui fait qu'à un moment donné, nous avons les brigades d'éveil au niveau des ronds-points. Oui. Entre-temps, quand les Français, suite à l'ultimatum donné par les CNSP, pour que les Français quittent et à l'ambassadeur de quitter, quand ils se sont entêtés, nous avons estimé que désormais, l'ultime travail, c'est d'assiéger les forces françaises à la base 101. Nous sommes installés, aujourd'hui va être la 22e nuit que nous sommes installés là-bas. Et quand nous sommes installés, c'est à 0 francs. Et je vous avoue que nous n'avons jamais appelé quelqu'un pour nous accompagner. Mais aujourd'hui, les Nigériens se sont mobilisés au niveau national, tout comme de la diaspora, qui nous donne à boire, qui nous donne à manger, qui nous accompagne financièrement. Nous n'avons jamais demandé quoi que ce soit. Donc du coup, ça, pour mettre la pression, et aujourd'hui, avec la communication du président français, ça, on est en train d'avoir un résultat. Sauf que, pour nous, nous ne sommes pas convaincus. De l'heure où ils ne sont pas sérieux, tant que nous n'avons pas vu le départ de ces forces françaises, nous ne quitterons pas la base. Deuxièmement, c'est que la conduite à tenir, c'est que ce mouvement, ce front est créé pour la durée. Les combats après le départ des forces françaises, c'est de revenir à l'interne. À l'interne, c'est que d'abord de demander au CNSP que nous ne sommes pas à notre premier coup d'État.
et qu'il va falloir qu'on s'inspire des erreurs du passé pour corriger, qu'il s'inspire des erreurs du passé pour corriger, qu'il prête oreille attentive aux doléances du peuple. Mais nous voulons aussi exiger que justice soit faite au peuple nigérien et au Niger. Toutes les personnes qui sont impliquées dans des dossiers sales, de près ou de loin, et proportionnellement à l'implication de la personne, il faut que la justice soit dite, qu'elle soit faite. Nous voulons un assainissement au niveau de la justice. Nous voulons que l'État prenne ses responsabilités par rapport à l'ensemble des mairies aujourd'hui. Vous ne pouvez pas évincer un régime estimant que ce régime-là n'est pas sérieux. Il a collaboré avec les forces obscures et qu'aujourd'hui, vous continuez encore à travailler avec ces mêmes personnes qui, à un moment donné, ont prêté main forte au régime déçu. Donc, du coup, l'autorité doit prendre toutes ses responsabilités en mettant terme à toutes les fonctions des personnes dans des ministères, nous l'avons dit, les secrétaires généraux des ministères et leurs adjoints, les secrétaires généraux au niveau des préfectures, au niveau des mairies, au niveau des conseils de ville et au niveau de la justice. Vous ne pouvez pas aujourd'hui rendre justice avec les mêmes personnes qui ont les mains tachées de sang. Alors, sur la question de la justice et de l'assainissement, est-ce que l'annonce de la création de la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale n'est pas un gage de la part des nouvelles autorités justement sur cette question de justice et d'assainissement pour vous? Ça n'y est pas suffisant. Ce n'est que théorique. Nous avons connu la Halcia. Quel discours nous n'avons pas entendu autour de la Halcia? Je crois qu'il va falloir que les gens soient extrêmement prudents et regardants par rapport à la situation actuelle. Que les CNSP soient extrêmement prudents et fassent attention. Ce n'est pas le peuple du Niger d'antan. On a suffisamment souffert et nous estimons qu'après 12 années, nous sommes libérés avec l'intervention de nos forces de défense et de sécurité. Nous en sommes reconnaissants. Nous sommes derrière eux, nous les accompagnons dans ce sens. Si tant est qu'ils s'inscrivent dans la logique de bien faire, de ne pas faire comme parents, amis et connaissances, et de pouvoir comprendre que effectivement, ce pays-là a souffert parce qu'à un moment donné, il y avait des géomorphismes qui caractérisaient les comportements des uns et des autres, et qu'eux, ils doivent comprendre qu'ils ne pourront réussir leur combat qu'en écoutant le peuple nigérien. D'accord. Alors, on va terminer cet entretien. Vraiment, donc pour vous, la veillée, donc ce sit-in permanent au niveau de la place de la résistance du rond-point Escadrille, il va continuer malgré ces annonces. Il va continuer puisque c'est vrai que dès le départ, vous avez annoncé que ce sit-in ne prendra fin qu'au départ du dernier soldat français. Donc vous rassurez aujourd'hui tous les citoyens qui se mobilisent autour de vous au niveau de cette place-là, vous les assurez que la veille, donc le sit-in va continuer. Ça nous réconforte l'annonce à continuer à les assiéger et ça prouve effectivement que nous n'allons pas nous retirer tant que le dernier militaire français n'a pas quitté notre sol. Et j'ai dit, au-delà de ça, c'est que ce front-là qui a été mis en place, c'est pour avoir une société civile crédible. Et à l'intérieur de ce front, ce n'est pas au fait du Mativi, ce n'est pas une question de concurrence. Ce front, quand il a été créé, nous avons lancé l'appel à l'ensemble des structures de la société civile pour qu'on s'y retrouve. Mais maintenant, les agendas certainement diffèrent, qui a fait en sorte que d'autres n'ont pas tenu bon à y adhérer. Merci. Merci vraiment Anas Jibril. Je rappelle que vous êtes membre du Front patriotique pour la souveraineté, donc un regroupement de plusieurs organisations de la société civile mises en place au lendemain des événements du 26 juillet 2023 qui ont vu donc l'arrivée au pouvoir des militaires regroupés au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Pour refermer ce journal, nous allons toujours parler de cette situation. Vous le savez, depuis ces événements, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a imposé des sanctions économiques et de blocus sur notre pays, en fermant notamment les frontières. Au niveau de la frontière entre le Niger et le Bénin, notamment, plusieurs gros porteurs des camions donc, sont bloqués depuis des semaines. Une équipe de la télévision Labari était récemment là-bas. Ils nous font vivre le calvaire que vivent ces populations, ces conducteurs en particulier de ces gros camions. Le reportage est signé Ibrahim Abdou et Boubacar Ibrahim. Situé à quelques encablures de la rive qui sépare le Niger du Bénin, le parc des camions gros porteurs de Gaïa peine à contenir les camions en attente pour la traversée. Plusieurs centaines sont ainsi bloqués et coincés depuis que le Bénin a mis en exécution les sanctions décidées par les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CEDEAO.
Un mois déjà, conducteurs et apprentis disent être plongés dans le désarroi. Vraiment, avec le temps, là, ça ne va pas. On est bloqué. Bon, pour manger aussi, c'est problème. Parce que les vendeurs n'arrivent pas à venir ici. Pour nous-mêmes, on va aller en ville pour chercher manger, préparer avec les apprentis, vous voyez. Bon, ça ne va pas. Des fois, on appelle les patrons, ils arrivent à trouver un peu pour aller payer, manger, nourrir avec les apprentis. Mais avec les apprentis aussi, 1000 francs par jour, 500 par jour, ce n'est pas facile. Parce qu'on n'arrive pas à rouler. Même si tu trouves un peu là, tu manges en même temps. Pour aller payer manger aussi, il faut aller à Gaïa, partout, par-ci, par-là, c'est un peu difficile. Ici, c'est un calvaire, c'est un véritable calvaire. Les conditions de vie sont très misérables. Vous voyez, pour avoir accès à la nourriture, même celles qui vendent là, elles ne viennent plus. Et actuellement, dans le parc, même pour préparer, on n'a pas de charbon pour préparer. Vous voyez, les apprentis sont obligés de voler du gasoil, de voler des pneus secours et autres là pour suivre parce que les patrons sont rentrés, ils n'arrivent pas à envoyer de l'argent. Les ressources sont finies, tout est épuisé. Il lance un appel à l'endroit des gouvernants. À l'endroit des dirigeants de la CEDEAO, nous sommes tous des frères, nous sommes tous noirs, nous sommes tous africains. L'Afrique c'est pour nous et en principe nous devons savoir gérer nos problèmes sans que personne n'intervienne. Si la CEDEAO peut nous voir notre condition et puis n'ont qu'à ouvrir la frontière, ils vont s'entendre et ouvrir la frontière. Mais nous on ne veut pas de bagarre, la guerre ici par là, ils n'ont qu'à s'entendre pour qu'ils vont ouvrir la frontière, on va rouler librement. Merci. Parce qu'on est les mêmes, le Bénin et le Niger, tous nous sommes les mêmes. Selon certaines informations qui nous sont parvenues, pas moins de 1000 autres camions sont aussi stationnés de l'autre côté du Bénin sur une distance s'étendant sur environ 25 km entre la ville de Guéné et celle de Malanville. À noter enfin qu'en plus de la difficile condition de vie en lien avec la nourriture, les conducteurs, selon toujours les mêmes informations, sont obligés de se mettre sous les camions pour se protéger de la pluie. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Je vous rappelle l'information principale du jour. C'est l'annonce du retour prochain en France des militaires français qui sont établis sur le sol nigérien. Annonce faite aujourd'hui par le président français Emmanuel Macron sur plusieurs médias français. Il annonce par la même occasion la fin de la coopération militaire. Il rappelle finalement donc son ambassadeur Sylvain Ité qui a été depuis quelques semaines déjà déclaré persona non grata sur le territoire nigérien par les autorités du CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. C'est donc sur cette information du jour que se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à le présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Bari. Au revoir.